Merci, cher ami Sahida. Voilà, donc c'est à mon tour de prendre la parole dans ce congrès de la Société marocaine de pédiatrie. Prendre la parole autour d'un sujet qui est toujours d'actualité, sont les coliques du nourrisson. Voilà. Donc on a tendance facilement à faire le diagnostic, mais parfois il y a beaucoup d'errances diagnostic et surtout on va se focaliser sur la place des probiotiques et des prébiotiques dans cette affection. Mais avant, on va un petit peu parler de ces coliques et ils font partie depuis quelques années de cette entité qui n'est autre que les troubles digestifs bénins. Les troubles digestifs bénins qui regroupent les régurgitations, les coliques et les constipations, ce sont des troubles certes très courant chez les jeunes nourrissons, mais qui exige, et d'ailleurs ça a été signalé ce matin, quand Mme Geloun a présenté ce cas clinique, et d'ailleurs ça a été soulevé par un Serabide, ça exige d'éliminer une cause organique dans un premier temps, même si elles sont très fréquentes, c'est ce qu'on appelle le diagnostic d'élimination, et que ces nourrissons qui sont atteints de ces coliques, qui sont victimes malheureusement souvent d'exploration abusive et qu'ils présentent réellement un problème réel de prévalence et de devenir à long terme et de prise en charge. Parce que finalement, on va le voir tout à l'heure, les coliques ils n'ont pas un support ou une explication physiopathologique correcte et ça ouvre la porte à beaucoup d'essais thérapeutiques. Donc on est vraiment dans le... Je vais peut-être vous étonner, mais depuis la définition dans les années 50 de M. Wissel, ça n'a pas changé. Et ce qui a changé ces dernières années, c'est l'avènement du microbiote. Depuis les années 2000, on a commencé à mieux cerner le microbiote intestinal du bébé. Et donc, dans tous les domaines, on a essayé de tirer profit de cette meilleure connaissance du microbiote et essayer de proposer des solutions. Et parmi les affections qui a bénéficié de ça, de ces probiotiques, prébiotiques, inutile de revenir sur la définition, c'est la pathologie des coliques du nourrisson. Alors, comme vous voyez dans cette diapositive, il y a les régurgitations, il y a la constipation, les coliques, et les Européens veulent inclure aussi l'allergie aux protéines de lait de vache et la diarrhée aiguë fonctionnelle. Et j'avais la chance de participer à un groupe d'experts à Amsterdam autour de cette thématique, les troubles digestifs bénins, et en 2014. Et c'était question de cerner la définition ou les pathologies qu'on veut inclure. Et je me suis opposé, du moins dans notre contexte, à éviter de parler comme trouble digestif bénin de l'allergie aux protéines de lait de vache, parce que, à mon sens, du moins dans notre contexte, c'est bel et bien une pathologie organique qui débouche sur un régime bien particulier. Et la diarrhée aiguë, j'ai dit non, parce qu'au Maroc, par exemple, au Maroc, et contrairement, et dans les pays en voie de développement bien sûr, contrairement aux pays industrialisés, si vous voyez ce camembert, c'est le rotavirus est réparti de façon équitable. Ce n'est pas le cas pour les autres germes. Vous voyez, dans les pays industrialisés, on trouve peu de bactéries et pratiquement pas de parasites. Et donc, c'est très difficile. Si on inclut les diarrhées fonctionnelles dans cette définition, on risque de passer à côté d'une diarrhée infectieuse, notamment parasitaire ou bactérienne. Donc, c'est pour cette raison que et après, ils se sont bien sûr limités à ça. Alors, au cours de cette réunion, il était question de rédiger un questionnaire et de le diffuser partout. Bon, je l'ai diffusé même en Afrique, parce que ça représentait l'Afrique, pour pouvoir un petit peu toucher la fréquence de ces coliques. Et on a trouvé des chiffres qui se rapprochent, c'est le global. L'Afrique, donc ce que nous avons, c'est 53, donc c'est à peu près 30%. Mais attention, parce que parfois, la définition des coliques, il n'est pas ressenti de la même manière. On va le voir tout à l'heure, c'est le caractère inconsolable. Et combien de situations
incluses comme coliques et ce n'est pas vraiment des coliques. Alors, ce travail-là, il a débouché donc, sur un article qui a été publié JPGN en 2015. C'est un article qui évaluait la fréquence donc, de ces troubles digestifs bénins, y compris les coliques. Donc, pour revenir à ces coliques, bon, je ne vais pas traiter les troubles digestifs bénins, je voulais juste situer les coliques au sein de ces troubles fonctionnels. Et d'ailleurs, Sehida, ce matin, il l'a aussi bien précisé quand Rizlan Benjeloun a parlé de l'aspect psychogène, c'est-à-dire il faut différencier entre tout ce qui est fonctionnel, organique et psychogène. Donc c'était un peu ça la discussion de ce matin. Alors je vais un petit peu illustrer par petit cas clinique qui va relater cette histoire d'allergie aux protéines de vache, etc. C'était l'enfant, le nourrisson Adam. Il est âgé de 5 mois et il vit au Canada. Il vit au Canada et il est suivi au Canada depuis l'âge de 1 mois pour douleur abdominale. Diagnostiqué, évoqué au début, c'est comme une colique du nourrisson. Et puis après, le médecin l'a prescrit donc, une formule, un hydrolysa, en diagnostiquant plutôt une allergie aux protéines de lait de vache. Et en effet, ce nourrisson, il est nourri au sein exclusif jusqu'à l'âge de 2 mois, et puis allaitement mixte. Donc, il a été mis sous un hydrolysa, mais sans nette amélioration. Sans nette amélioration. Et ce jeune qui vivait, donc, ce nourrisson, il est rentré au Maroc pendant les vacances. Et pendant les vacances, il a développé des vomissements, diarrhée glérossanglante. Et je l'ai vu pour cette diarrhée glérossanglante. Et étant donné le contexte marocain, quelqu'un qui vient de Canada, la période estivale, etc., la première cause qui a été évoquée, c'est celle d'une cause infectieuse. Et on avait pratiqué des coprocultures négatives, parasitologie négative, etc. Et puis, on a un petit peu interrogé, etc., sur cette histoire. Et la maman relate que c'était initialement considéré comme une colique. Et après, quand ça n'a pas bien marché, le médecin était contraint de prescrire une formule hydrolysa et que l'amélioration n'était pas spectaculaire. Donc il fallait peut-être, on avait la chance et la facilité de penser à mettre la maman sous régime sans protéines de lait de vache, et puis ça aboutit à une nette amélioration avec régression des symptômes. Donc c'est juste pour vous dire que le diagnostic différentiel de ces coliques, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache, et que prescrire un hydrolysa, on ne s'arrête pas s'il n'y a pas d'amélioration. Pensez à mettre la maman sous un lait sans protéines sous un régime sans protéines de lait de vache. C'est à ce seul prix qu'on peut espérer une amélioration. Peut-être compte son retour au Canada, et il aurait certainement pensé à cette éventualité étant donné la non-réponse à l'hydrolysa. Alors finalement, ces coliques, c'est quoi? Bon, définition que vous connaissez très bien, c'est des accès paroxystiques d'agitation et de pleurs chez un nourrisson de moins de 3 mois en bonne santé apparente. Ça suppose qu'on a tout éliminé, toute cause infectieuse. Inutile de revenir sur ça, les tympans, les articulations, etc. Et il est en santé apparente, et toujours moins de 3 mois. Pourquoi je dis moins de 3 mois? Parce qu'il y a ceux qui veulent à tout prix éliminer une invagination intestinale aiguë, c'est 5 mois et plus, jusqu'à l'âge de 1 an, avec un pic entre 5 mois et 8 mois. Donc on est loin de cette éventualité. Donc s'il y a un diagnostic à craindre, toute cause organique éliminée, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache. Alors, pour décrire ces coliques, c'est juste pour vous dire que c'est pas toutes les pleurs sont des coliques. C'est pour ça que je suis en train de décrire. Les pleurs, ils augmentent progressivement jusqu'à un seuil maximal au cours du 2e mois. Donc ça commence à 1 mois. 2e mois, c'est l'acmé, et ça commence à diminuer pour disparaître à 3 mois. Parfois, ça peut dépasser 3 mois. Et les accès sont imprévisibles et inattendus. Et ils sont résistants à toute tentative de réconfort. Parce que donc, une pleure ou un accès de pleurs qui cède après réconfort, ce n'est pas une colique. Donc, ils sont résistants aux tentatives de réconfort. Et le bébé semble souffrant. Vous le voyez ici. Ça, on le voit,
c'est pour illustrer à quel point, et d'ailleurs souvent ça arrive en fin d'après-midi et le soir, et quand les parents rentrent, s'ils ont un travail, ils rentrent et ils trouvent donc le bébé pris par ces pleurs-là, et la plupart consultent aux urgences le soir. Donc c'est colique du nourrisson. La tonalité est aiguë et on a l'impression que ce bébé il est hypertonique. Donc c'est toute une description pour essayer d'éliminer toutes les causes d'erreur. Ça nous paraît facile, mais je l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile d'arriver à une définition correcte de ces coliques. Alors ce qui illustre d'ailleurs l'éventail dans la prévalence. Vous voyez qu'il y a des hauts et des bas, il y a même certaines études jusqu'à 48%. Mais finalement, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une moyenne de 20%. Ça veut dire que 1 sur 5 nourrissons peut présenter des coliques. Donc, ce groupe-là, sur lequel on a travaillé sur le trouble digestif vénin, a essayé de mettre des algorithmes pour aider le praticien dans le diagnostic de ces troubles digestifs vénins. Parce que quand même, c'est une décision, c'est éliminer une cause guanique et retenir en fin de compte troubles fonctionnels digestifs du nourrisson. Donc, ils se sont regroupés et d'ailleurs, ils font appel à le critère de classification de Rome 3 pour définir ces coliques. Depuis Wissel, c'est le premier qui a décrit dans les années 50 les coliques. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 3 crises ou 3 accès par jour, donc c'est la règle de 3. Ce n'est pas la règle de 9, mais la règle de 3. 3 accès par jour pendant au moins 3 jours par semaine et 3 durant les 3 premiers mois. Ça, c'est la définition qui n'a pas changé. Mais le groupe avec les SBGAN, ils ont essayé d'apporter un changement, un petit changement. Et d'ailleurs, ils ont dit c'est d'un nourrisson âgé de moins de 3 mois qui est pris de cris fréquents, irritabilité, pendant au moins 3 heures par jour, pendant 3 jours par semaine, ça ne change pas. Le changement, c'est au moins une semaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre le nourrisson 3 mois pour faire une définition. C'est la seule différence. Et donc, cet algorithme qui est mis par ce groupe-là, qui regroupe un certain nombre d'experts de l'Amérique latine, de l'Asie, des Américains, de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Devant cette situation, cris fréquents, irritabilité chez un jeune nourrisson de moins de 3 mois, il faut s'assurer d'abord qu'il n'y ait pas de vomissement, il n'y a pas de saignement digestif, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de distension abdominale, aucun autre signe digestif. Alors, s'il y a autre signe digestif, donc si ces signes-là sont présents, à ce moment-là, il faut solliciter un avis spécialisé avant de conclure hâtivement à une colique qui n'est pas une colique. Alors, si ces signes font défaut, à ce moment-là, il faut voir s'il n'y a pas de régurgitation fréquente associée, s'il n'y a pas de signes respiratoires, et vous allez voir qu'on va retrouver les autres troubles digestifs bénins. Ça veut dire l'allergie aux protéines de lait de vache, la constipation, etc. De quoi ils parlent? Ils disent régurgitation, donc on fait appel au reflux gastro-œsophagien. Il n'y a pas de signe respiratoire, dermatite atopique, atopie familiale, c'est l'allergie. Et le trouble du transit, c'est la constipation. Donc, c'est les signes des autres troubles digestifs bénins que j'ai mis tout à l'heure en schéma. Si ces signes ils sont présents, on va penser à une allergie aux protéines de lait de vache. Et n'oubliez pas, si l'enfant est sous régime maternel, c'est-à-dire sous lait maternel exclusif, il ne faut pas oublier de mettre la maman sous régime strict, sans protéines de lait de vache, s'il n'y a pas d'amélioration. Alors, s'il y a une amélioration, tout se résume à une allergie aux protéines de lait de vache, et puis tout se résume à une simple surveillance. Maintenant, si ces signes n'existent pas, il y a des pleurs, il y a des cris, irritabilité isolée, il n'y a ni ça, attention, il faut évoquer aussi l'anxiété des parents, et Mme Julio Soumata en a parlé, et il faut aussi évoquer la dépression, etc. Si ces signes existent ou le contexte le prédit, à ce moment-là, il faut solliciter un avis spécialisé. Mais s'il n'y a pas ça, à ce moment-là, on peut retenir colique. Vous voyez que le chemin vers une colique, il est long, mais on le fait rapidement en consultation, vous le faites facilement, mais il va falloir faire toutes ces étapes-là pour aboutir au diagnostic de colique du nourrisson. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet.
quelle est la prise en charge? Vous avez vu que physiopathologiquement parlant, on n'arrive pas, on a évoqué beaucoup de causes. Est-ce que c'est le lactose? Est-ce que ce n'est que le début d'un trouble digestif chez l'adulte, notamment en côlon irritable? Il y avait beaucoup de suppositions, mais aucune. Maintenant, ça reflète le tâtonnement en matière de prise en charge. Au début, alors, je vais passer en revue les médicaments avec le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on peut dire de la sémiticone? Alors, la sémiticone, il y avait des études très anciennes, hein, je le dis. C'est une étude randomisée en double aveugle. On n'a pas vu de différence chez des enfants qui ont une colique entre ceux qui ont une colique et qui prennent la sémiticone et les autres qui n'ont pas de sémiticone, ils n'ont qu'un placebo. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, finalement, même la sémiticone ne nous donne pas satisfaction. Deuxième, les antispasmodiques, efficacité non prouvée. On a tendance à le donner dans les coliques, ne serait-ce qu'un effet rassurant les parents, etc. Qu'en est-il maintenant des rôles des tisanes? Le rôle des tisanes, ça a été bien débattu, que ce soit chez nous ou que ce soit en Europe ou ailleurs. Et puis chez nous, il y a beaucoup d'habitudes. Il y a certains médecins qui parlent même de l'Kamoun Sofi, etc. Les tisanes, c'est vrai que ça peut donner une petite amélioration, mais attention, tout ce qui est tisane, il y a un risque d'intoxication parce qu'on n'a pas une idée exacte sur le dosage. Et ça, c'est un problème, d'autant plus qu'il s'agit d'un nourrisson. Et d'ailleurs, on a vu dans d'autres situations, utilisant ces médications traditionnelles, on a vu des intoxications, etc. Un jour, j'ai reçu un nourrisson avec une œsophagiite étendue. Œsophagiite étendue après avoir reçu une potion prescrite par le Ferraga. Alors, vous voyez que dans notre contexte, il y a des situations où donc, il faut faire attention. Et je l'ai cité parce qu'il y a beaucoup de confrères donc, qui encore prennent cette pratique. Troisième situation, quelles sont les mesures nutritionnelles? Et ça, c'est les Américains qui accélèrent beaucoup. Et ils disent parfois qu'il faut, devant une colique rebelle, etc., il faut mettre un hydrolysat, un hydrolysat poussé. Poussé de protéines de lait de vache, un hydrolysat de lactosérum plus précisément. Bon, finalement, ce qui est logique, c'est d'abord, il faut s'atteler à éliminer une allergie aux protéines de lait de vache. Si elle était au sein, régime sans protéines de lait de vache pour la maman, puis étendait à d'autres protéines. On a essayé par le passé un lait non enrichi en fer, parce que parmi les effets secondaires d'une thérapie martiale, il y a les douleurs, il y a la constipation, il y a les vomissements, etc. Les laits sans lactose, je vais revenir sur ça. Ce n'est pas les laits sans lactose, mais surtout pour le lactose. On verra parce qu'il y avait une considération physiopathologique qui disait que le lactose, fermentation, douleur, etc. On va revenir à la fin sur ce sujet-là. Il y avait même une tentative de prescrire d'un lait au soja, etc. Et puis après, il y avait l'arrivée de certaines mesures diverses. Promenade du bébé en voiture. Certainement dans la salle, il y a ceux qui ont, dont les bébés avaient présenté une colique et ils étaient contraints d'aller faire une promenade en voiture avec l'enfant parce que ça bascule, etc., etc. Ça calme. Il n'y a que c'est ça. Ça calme. Le simulateur de voiture, si on ne peut pas sortir, et c'est le soir souvent, hein, c'est la fin de soirée, simulateur de voiture vraiment avec un bruit, l'enfant ça peut se calmer, il y a qui ont essayé la musique, hein, y compris moi, la musique, le oud, etc. Hein, le feu rouge. Et puis il y a les massages, il y a la chiropratique, il y a beaucoup de trucs qui ont été évoqués dans ce sens. Et puis après, pardon ? Ça donne une efficacité relative, hein. Ce n'est pas à tous les coups, mais ça ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que ça reste une cuisine de chacun. Non, parce que la maman, quand l'enfant était dans son ventre, et qu'elle marchait dans la journée, il y a un rappel par la voiture de l'utérus de la maman qui était en mouvement. Donc c'est connu ça. Là, ça rappelle, ça rejoint la théorie de ce qui se passe in utero, et on le dit même pour un petit mangeur, et on dit que la maman, il n'a pas mangé durant la grossesse tel ou tel produit, et du coup, la saveur, ça n'a pas été au rendez-vous, et l'enfant, il refuse de manger parce qu'il n'a jamais été. Et ça a été même une expérience chez les nouveau-nés, ils ont même fait des buvas, ils font sentir au bébé
ces produits, et puis on voit que ça se manifeste par une grimace ou bien par une satisfaction selon que la maman avait pris ou pas. Mais pour la voiture, ça peut être aussi pour l'audition, une simulation qui rappelle, mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr, on ne peut pas la prouver comme on avait fait pour le goût. Finalement, donc, les coliques ont bénéficié aussi de l'avènement des meilleures connaissances de ce microbiote. Et ça fait longtemps, c'était en 2004, Savino, il a décrit cette implication du microbiote quand il a fait ce travail chez des nourrissons nourris au sein exclusivement. Et il a pris 2 groupes, un groupe qui souffre de coliques et un groupe qui ne souffre pas de coliques. Et il a comparé le microbiote, il a analysé les selles, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que chez les bébés nourris exclusivement au sein et qui présentent des coliques, ils ont peu de lactobacilles par rapport au groupe qui n'a pas de coliques et qui est nourri au sein. Donc déjà, ici, Naf Savino, très loin, 2004, et ça va se confirmer après. Il a confirmé. Donc en 2017, Kalliomäki, donc le Finlandais qui a beaucoup travaillé, d'ailleurs celui qui était derrière les anticorps tétrosclétaminases, etc., Kalliomäki, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour les nourrissons donc souffrant de coliques, il y a un nombre plus élevé de bactéries gram-négatives. C'est plutôt les protéobactéries. Et moins de bactéries bénéfiques, qui sont les bifidos et les lactobacilles, par rapport aux enfants qui ne souffrent pas. Et bien sûr, faisons partie essentiellement de la famille des firmicutes, et que la présence de Bifidobacterium longum, que je veux que vous reteniez, parce qu'on va en parler après, ce Bifidobacterium longum, dans le lait maternel, sa présence, il permet aussi la réduction de l'inflammation et de l'irritabilité des pleurs du nourrisson. Je vais vous expliquer ça après. Déjà, ces travaux depuis 2004 jusqu'aux travaux de Kalliomäki et de Dubois en 2016, ils ont parlé déjà de ce déséquilibre. Alors, que disent les autres travaux? Alors, un travail magnifique aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé donc 32 essais randomisés. C'est-à-dire que 2242 nourrissons. Et il a voulu comparer la prescription d'un lactobacille reuteri par rapport à d'autres approches thérapeutiques pour les coliques du nourrisson. Les approches, l'acupuncture, la nutrition, la prescription de médicaments, les herbes, etc., la manipulation, les massages, etc., toutes les approches thérapeutiques que nous avons citées. Et ils ont pris un groupe donc, qui va recevoir les lactobacilles reuteri et par rapport à d'autres groupes qui ont reçu d'autres approches thérapeutiques. C'est pour ça que je n'ai pas voulu répondre tout à l'heure à cette... Alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que ceux qui ont reçu le L-reuteri, donc une réduction significative de la durée des épisodes de pleurs au cours de la journée après les 7 premiers jours de traitement. Donc, significatif. Et voilà, donc c'est illustré ici. Vous voyez que le L-reuteri se détache des interventions nutritionnelles, de la manipulation, la réassurance, la prescription de médicaments, prescription d'herbes, massage, acupuncture, etc. Donc, il y a bel et bien un détachement de ce travail. Il permet de dire. Voilà donc l'impact des probiotiques. Encore un autre travail, toujours avec le Lactobacillus reuteri, dans les coliques du nourrisson. C'est une revue donc, systématique, une méta-analyse. Méta-analyse de 13 articles. Alors, la conclusion, les critères d'éligibilité, les suivants, c'est des patients des nourrissons souffrant de coliques infantiles, intervention avec le L-reuteri contre placebo. Contre placebo, alors, ces travaux-là, comme vous voyez ici, il y a l'Italie, il y a la Chine, il y a la Pologne, il y a le Canada, l'Australie, etc. Beaucoup de travaux et qui ont analysé plusieurs paramètres chez les enfants porteurs de ces coliques. Alors, quelle est la conclusion? C'est que, quels que soient les travaux, ce sont unanimes. D'abord, il n'y avait pas d'effet secondaire de cette prescription. Deuxième chose, diminution de la calprotectine fécale. Vous savez que la calprotectine fécale, c'est un indicateur de l'inflammation de l'intestin. Et on l'utilise beaucoup dans les Mickey parce qu'il est quand même spécifique de l'intestin.
La calprotectine fécale, il y a une diminution parce que parmi les hypothèses, on a dit que les coliques, derrière, il y a probablement un état inflammatoire intestinal qui serait à l'origine des coliques. Et donc, ici, on a une diminution de la calprotectine, ici, l'indicateur de l'inflammation. Et il y a une satisfaction des parents et amélioration, c'est trop dire, de la dépression mentale de la maman, mais c'est un critère indirect. C'est-à-dire la satisfaction de la maman, déjà, c'est un critère que l'enfant ne pleure pas assez comme au début. Et puis, on a remarqué, après l'analyse des selles de ces bébés, qu'il y a une augmentation des lactobacilles fécaux et une diminution de l'Escherichia coli fécaux. Vous savez que l'Escherichia coli, ça fait partie des pathogènes, des mauvaises bactéries de notre microbiote, et les lactobacilles, c'est les bonnes bactéries à côté de bifidobactéries. Donc voilà les conclusions de ce travail. Il y a un autre travail maintenant. On a vu quelle est la place des probiotiques, mais quelle est la place des prébiotiques. Les prébiotiques ont été examinés dans un cadre global, c'est les symbiotiques, c'est-à-dire dans des formules où on a associé le probiotique et les prébiotiques. Et là, c'est un travail aussi qui mérite d'être cité. Ce travail-là, c'est un essai contrôlé, randomisé. Ce n'est pas une méta-analyse, et qui a pris 50 nourrissons allaités, donc âgés de 15 à 120 jours, et souffrant de coliques infantiles, et qui ont été répartis au hasard pour recevoir ou non, soit placebo, soit un probiotique, qui est plusieurs probiotiques, Lactobacillus casei, Rhamnosus, Thermophilus, Bifidobacterium brevet, etc., etc. Et puis, fructo-oligosaccharides. Donc, c'est des prébiotiques. Et donc, ce mélange-là, le critère de jugement était la réduction de la durée des pleurs de plus de 50%. Ce n'est pas de 20%, là, de 10%, mais 50%. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a effectivement un succès du traitement était significativement plus élevé dans le groupe symbiotique, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de plus de 50% chez 82,6% de ces bébés, contre seulement 35,7% au 7e jour chez les bébés qui ont reçu un placebo. Donc ici aussi, ce travail, il souligne l'intérêt des symbiotiques, c'est-à-dire le mélange probiotique et prébiotique. Voilà, ici, on peut voir aussi le détail de ce travail-là, et on voit qu'au jour 7, au jour 30, on peut analyser la résolution des symptômes, la durée globale des coliques, le poids. Même le poids, on a remarqué qu'il a augmenté ce traitement. Ça veut dire que l'enfant n'est plus gêné comme auparavant, toujours en comparant le groupe symbiotique et le groupe recevant un placebo. Donc, finalement, j'ai dit tout à l'heure, un degré d'inflammation. Il y a un travail aussi récent, c'est 2021, hein, il n'est pas très ancien, et qu'il a essayé de voir ses propriétés, comment le probiotique, par ses propriétés, ou bien le prébiotique, mais indirectement. Parce que les prébiotiques, finalement, ils permettent de fructifier les bonnes bactéries. Donc, finalement, les supposés être probiotiques. Donc finalement, c'est les bonnes bactéries qui sont les bifidos et les lactobacilles, ils aiment dans leur nourriture ces prébiotiques. Donc c'est une nourriture exemplaire parce qu'il y aura de la fermentation et cette fermentation elle va produire des métabolites qui sont très bénéfiques pour notre corps, propioniques, acétiques, etc. Donc finalement, ici, la méta-analyse, il a concerné 10 articles hein, en proposant des probiotiques. Et là, c'est le fameux Bifidobacterium longum qui existe dans le lait maternel. Et parce que finalement, quand on dit les bonnes bactéries, bifidobactéries, il y a bifido et bifido. Hein. Il y a des bifidos qui se distinguent de l'eau. Par exemple, le longum, c'est une bactérie connue par ses effets bénéfiques. Et d'ailleurs, il existe dans le lait maternel. Vous allez me dire, comment le lait maternel? Parce que finalement, on décrit aujourd'hui un réel microbiote mammaire. C'est au niveau de la glande mammaire. Avant, on disait que le lait est stérile. Mais le lait, aujourd'hui, il y a plein de bactéries, notamment et essentiellement les bonnes bactéries. Et quand on voit l'étude de la glande mammaire, on va trouver qu'il y a de bonnes bactéries ici. Donc finalement, le lait maternel, il agit sur le microbiote du bébé, d'abord par l'apport de ces bonnes bactéries provenant de ce microbiote mammaire. Et la deuxième chose, c'est que
par les HMO. Human Milk Oligosaccharides, c'est un sucre extraordinaire qui n'existe pas dans le lait de vache, ou sinon à quelques traces, et qui se place même 3e position, hein, avant même les protéines, par la quantité. Donc il est très riche, et ce HMO, il permet de fructifier ces bonnes bactéries, notamment les bifidos et les bifidolangos. Donc ce n'est pas pour rien qu'on fait la promotion du lait maternel, hein, et on dit qu'il va être exclusif dans les 6 premiers mois. 10 articles ont été analysés, donc probiotiques, augmentation, qu'est-ce qu'on a remarqué? Augmentation de la production d'interleukine 10, ainsi que la réduction significative de la durée du pleur du nourrisson. Donc ici, on parle de l'inflammation. Et puis, l'administration de L-retiré, augmentation des cellules T-FOX3+, dans l'ilion et diminution dans les cellules ganglions lymphatiques mésentériques dans un modèle d'entérocolite chez l'animal. Et puis, les cellules T régulatrices, FOXP3+, etc., c'est les T régulateurs, les TREC, maintien de l'hémostasie intestinale et contrôle de l'inflammation. Donc finalement, rien que l'administration, voilà un mécanisme qui explique comment ces bonnes bactéries peuvent intervenir, s'ils sont surajoutés, et peuvent intervenir sur le degré d'inflammation au niveau de l'intestin. Et toujours, on revient à cette réduction significative du temps de pleurs. Puis après, j'ai cité le HMO, hein, les Human Milk Oligosaccharides. Et pourquoi je l'ai cité? Parce que vous allez me dire qu'il y a une contradiction. Vous me dites que les coliques sont l'apanage du nourrisson qui est sous sein exclusif, et en même temps, vous me dites que le lait, il contient le longum, les bonnes bactéries, etc. On pensait avant que le lait maternel est le même chez toutes les femmes. Donc c'est pour ça que je veux signaler ça. Il n'est pas le même. Il n'est pas le même. Les oligosaccharides, il y a les 3GL, il y a les 2FL, et que, par exemple, rien que cette fucolisation, vous voyez qu'il y a 30 à 50% qui sont fucosisés et 42 séquentialisés. Les autres, c'est neutre ou non fucosilés. Alors, cette fucosilation qui va donner par exemple le DFL, vous voyez qu'elle est génétiquement déterminée. Il y a des mères sécrétrices, c'est le gène sécréteur, le gène Lewis, c'est les enzymes FUT2, FUT3 qui font il y a à peu près 1000 HMO et on ne connaît que 200. Avec la chanson de Jacques Brel, ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. Voilà. Donc, il y a les mères non sécrétrices de cette enzyme et elles sont 30% dans le monde. Et ce n'est pas fini. On s'est amusé à analyser le microbiote de ces bébés de mères non sécrétrices qui n'ont pas cette fucolisation. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une grande différence avec les bébés dans les mères sécrètes. Colonisation par les bifidos retardée, activité fonction macrophage différente, risque accru de maladie diarrhéique. Et ici, on parle de longum. Il y a pas de... Voilà. C'est pour ça que j'ai cité ça. Alors, on a essayé probiotiques, les prébiotiques, symbiotiques, les prébiotiques naturels, les HMO. Et il y a aussi un autre procédé qui a voulu que, selon le procédé, c'est une indication aussi dans les coliques. C'est ce qu'on appelle les laits infantiles fermentés. Alors, on connaît les laits fermentés et tout le monde se rappelle de Metchinkov, ce savant bulgare qui a reçu le prix Nobel parce qu'il a constaté chez les paysans bulgares qu'ils vivaient longtemps. Et il s'est intéressé à leur nutrition. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Parce que ces paysans, ils consomment, entre autres, beaucoup de lait fermenté. Et c'est de là l'idée d'appliquer ce procédé même au lait infantile. Et donc, développement d'un pilotage de la fermentation pour obtenir des métabolites recherchés. Alors, pour fermenter, ils ont fait appel au Streptococcus thermophilus et au Bifidobacterium C50. Donc 2 bactéries, et surtout le Streptococcus, il est connu dans la fabrication du yaourt. Alors, donc ils ont fait ça, pilotage des processus de fermentation, température, la quantité, la durée, etc., afin de favoriser la production de métabolites intéressants comme les lactases et l'acide lactique. Alors, c'est quoi le procédé? C'est que la fermentation par les bactéries dans un milieu anaérobie aboutit à l'acide lactique.
et il y a aussi en production de la lactase. Et on a remarqué que, notamment, on a remarqué chez des bébés, je vais le dire, parce que ici, ce procédé a eu l'appui de l'ESBGAN dans le temps, qui a défini les formules infantiles fermentées avec des bactéries lactiques. Et il y a aussi l'AFSA, mais beaucoup plus le Codex, possibilité d'utiliser les bactéries lactiques dans les préparations de formules infantile. Et un apport en lactase, enzyme de digestion du lactose. Donc le but, c'était ça, c'est de faire la fermentation de lactose et aussi produire de la lactase. Et si la lactase est insuffisante chez certains bébés, il peut causer un problème parce que le lactose qui normalement devait être digéré par cette lactase, il va se trouver en grande quantité, il va être fermenté par les bactéries et on aura un effet adverse. Alors finalement ici, on a fermenté le lactose et on a produit de lactase pour dire que s'il y a encore de lactose, cette lactase il va subvenir aux besoins du bébé. Et donc, ça va faciliter. Donc, le but, c'était de l'utiliser aussi dans les coliques parce qu'on estime que cette fermentation excessive serait aussi à l'origine de ces coliques. Et puis, il y avait interview de 3 professionnels de santé en Afrique. L'intolérance au lactose est fréquemment observée, etc. 22% et 44% occasionnellement. 22% ont choisi une formule, etc. Donc, finalement, tous ces procédés, que ce soit probiotiques, comme je viens de l'exposer, et les méta-analyses qui ont été faites dans ce sens, les symbiotiques qui utilisent les fructo-oligosaccharides et les probiotiques, et les HMO, que ce soit, quels que soient les 3GL ou les 2FL, et j'ai expliqué ça par le Bifidobacterium longum, et puis enfin, j'ai fait appel aussi, ou j'ai rappelé cette notion de formule de lait fermenté et l'impact en faisant allusion à ce savant Metchnikov qui a eu le prix Nobel de recherche qui a décrit cette façon. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.